Et je pense que tout s'est mis en place tôt ce matin, assez tôt ce matin. Nous n'avons pas eu accès à des avocats. Nous l'avons écrit avec notre cœur, n'est-ce pas? Quoi? C'était écrit. Attendez. Ne me dites pas qu'il a pris cette décision sans consulter les pros du domaine. Non, ne me dites pas ça. Trump devient milliardaire, je pense que c'est principalement grâce au marché américo-américain, n'est-ce pas? Mais il pense qu'il y a combien de ses confrères qui, eux, deviennent milliardaires grâce au commerce? Ce sont les bayam salam purs. Ils achètent, ils revendent. Son sens politique audacieux et sa brillante planification technique ont fait plus pour réformer le commerce, brisé en quelques jours, que quiconque n'a réussi à le faire en des décennies, tout en isolant économiquement l'architecte mondial de l'agression économique, la Chine. Voilà qui est justifié, et je vous laisserai méditer là-dessus, Christophe. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Et là, ils sont fiers de parler de l'agression économique chinoise. Donc, la Chine agresse déjà économiquement les gens. Ils font ça comment? Prendre mon argent, ils giflent ça sur vous. C'est-à-dire que vous transformez la Chine en un pôle industriel. Parce que vous ne voulez pas payer les gens chez vous. La Chine accepte de fabriquer tout ce que vous leur demandez. Ça vous revient infiniment moins cher. Donc, vous pouvez faire des bénéfices de fou malade là-dessus. Et après, c'est vous qui venez accuser la Chine de vous agresser économiquement. L'idée était simple derrière, créer une forte pression économique pour amener Pékin à céder. Mais les choses ne sont pas du tout passées comme il avait prévu. Au lieu de céder, la Chine a réagi avec fermeté. Elle a riposté en augmentant ses droits de douane sur les produits américains. Il n'existe pas d'autres producteurs capables de prendre le relais rapidement, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni ailleurs. Résultat, c'est l'économie américaine qui va en pâtir le plus. Donald Trump, fidèle à sa réputation, qui hier soir a donc pris la parole, imprévisible, ingérable, qui met fin temporairement à 7 jours de chaos économique, mais qui cache et que cache réellement cet homme que vous voyez sur ces images. Peut-être des intentions plus inavouables sur lesquelles nous allons revenir. Tout d'abord, retour sur une semaine de séisme orchestrée par le président américain. Une semaine qui a coûté notamment à l'Amérique plusieurs dizaines de milliards de dollars. Regardez. Mes compatriotes américains, c'est le jour de la libération. Nous l'attendions depuis longtemps. Le 2 avril 2025 restera à jamais dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine. Je pense que nos marchés vont exploser. Nous devons leur donner une petite chance, mais nous créons des emplois. C'est la plus grande transaction de l'histoire de notre pays. Ne laissez pas certains de ces politiciens vous faire la morale. Je vous le dis, ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Je suis fier d'être le président des travailleurs, pas des délocalisateurs. Le président qui défend Main Street, pas Wall Street. Je surveillais le marché des obligations. C'est un marché très compliqué. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien. Le marché des obligations se porte très bien en ce moment, mais oui, j'ai vu hier soir que les gens étaient un peu nerveux. Ce que j'ai fait, il fallait le faire. On ne pouvait pas continuer comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est Donald Trump qui pensait sans doute pouvoir forcer la Chine à signer un accord en sa faveur grâce aux droits de douane qu'il a imposés. L'idée était simple derrière, créer une forte pression économique pour amener Pékin à céder. Mais les choses ne sont pas du tout passées comme il avait prévu. Au lieu de céder, la Chine a réagi avec fermeté. Elle a riposté en augmentant ses droits de douane sur les produits américains à 84%. Et cette décision fait suite à une hausse du côté américain, cette fois-ci, qui a porté les droits de douane sur les importations chinoises à 104%. Résultat, une montée en flèche des tensions commerciales et une détérioration rapide des relations entre les deux puissances. Lors de la guerre par procuration en Ukraine, les États-Unis misaient aussi sur une stratégie économique pour pouvoir affaiblir la Russie. Mais une fois de plus, le pari a échoué et l'économie russe s'est montée plus résistante que prévu, allant même jusqu'à surpasser, par certains aspects, celle de ses adversaires. On va donc observer exactement la même erreur d'analyse dans le cas de la Chine. C'est-à-dire que Trump, qui se prétend différent, n'a pas forcément mieux réfléchi que Biden. Les membres de son administration et Trump lui-même, comme le secrétaire au Trésor Scott Bessent ou encore le vice-président J.D. Vance, sous-estiment totalement la réalité chinoise. Bessent, par exemple, décrit
Bessène, par exemple, est décrit par un ancien conseiller comme l'un des hommes les plus ignorants qu'il ait rencontré sur le sujet de la Chine. Le gars part systématiquement du principe qu'un pays communiste ne peut pas réussir. Et il refuse de voir la réalité en face parce que la Chine est aujourd'hui le pôle industriel du monde, le pôle industriel et technologique le plus avancé du monde. On a vu J.D. Vance donner une interview où il était tranquillement assis et il estimait que ce sont les paysans chinois qui profitent de leur argent. Bravo, bravo, que les États-Unis doivent payer des impôts à des paysans chinois. Donc le manque de respect ne s'est pas arrêté. En tout cas, face aux taxes américaines, des entreprises chinoises préfèrent maintenant abandonner leur cargaison en pleine mer plutôt que de payer des frais exorbitants. On parle d'un passage de 40 à 50 conteneurs par jour à seulement 3 ou 6 dans certaines entreprises. Vous voyez la réduction drastique. Des livraisons entières sont annulées. Les projets d'expédition sont suspendus dans plusieurs pays asiatiques comme les Philippines, le Vietnam ou encore la Malaisie. À court terme, les rayons de nombreux magasins américains vont se vider. Et contrairement à ce que pense Trump, il n'existe pas d'autres producteurs capables de prendre le relais rapidement, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni ailleurs. Résultat, c'est l'économie américaine qui va en pâtir le plus. Le surplus commercial de la Chine avec les États-Unis ne représente que 3% de son PIB. Ce n'est pas négligeable, oui, mais ce n'est pas non plus le point de rupture. En plus, la Chine peut complètement réorienter sa production, écouler ses produits ailleurs, voire même stimuler son marché intérieur. C'est-à-dire écouler ses produits dans leur propre pays. On parle quand même de plus d'1,4 milliard de personnes, rien qu'en Chine. Je pense qu'ils ont le marché pour pouvoir écouler leurs propres marchandises. L'impact du côté chinois est donc beaucoup plus contenu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que c'est plus contenu. Mais du côté américain, la stratégie risque d'avoir des effets dévastateurs. Inflation, pénurie de médicaments, chômage, faillite d'entreprises et même la loi martiale si la situation dégénère. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que Trump veut. Et pendant ce temps, les investisseurs commencent à fuir les États-Unis. Le rendement des bons du Trésor américain, qui sont censés être les plus actifs, les plus sûrs du monde, est en hausse. Cela veut simplement dire que leur prix baisse. C'est le signe que les marchés perdent la confiance. Il y a Peter Schiff qui a très bien résumé la situation. Les étrangers ne veulent plus garder leur dollar. Ils sortent de ce qu'ils considèrent désormais comme une maison de fous, littéralement. C'est ce qu'il a dit. Et quelque part, c'est pas faux. Quel sera le prochain pétage de plomb de Trump? Pour Donald Trump qui prétendait vouloir baisser les impôts et emprunter encore plus, c'est un cauchemar. Parce que maintenant, les taux d'intérêt montent et le coût de la dette explose. Et en bout de chaîne, ce sont les petits pays qui empruntent en dollars qui risquent de faire défaut. Et ils vont entraîner avec eux comme ça les banques occidentales qui leur ont prêté de l'argent. Une guerre commerciale pourrait donc se transformer en une véritable crise financière mondiale. Et malgré cette situation tendue, il y a Trump qui tente de faire un coup de communication. Il annonce un recul sur les droits de douane, les ramenant à 10% pour certains pays. Mais il faut que je rappelle, parce que beaucoup de personnes ont pensé que non, il a fait un rétropédalage et ça s'arrêtait là. Non, pas du tout. Les droits de douane avant son coup de folie là étaient à 1,66%. Ce n'est donc pas un recul, vu que maintenant c'est à 10%. C'est une augmentation massive. D'ailleurs, je pense que c'était une certaine manière de pouvoir faire passer la pilule chez certains. Une manière de leur faire dire mince. Ouf, heureusement, au lieu d'avoir les 34% qu'il avait prévu initialement, maintenant, on n'est qu'à 10%. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais on espère que le gars là ne va pas encore augmenter ou ne va pas encore avoir ses crises. Ça peut aussi être une méthode. N'oublions pas que c'est sa façon de faire. Cognez fort, tapez fort, tapez fort, tapez fort, tapez fort. Pour que vous baissiez la garde et comme ça, il déclenche les négociations. Et après, on te fait comprendre que la trêve ne va durer que 90 jours. Une période pendant laquelle les autres pays vont devoir céder aux exigences américaines. Mais il existe d'autres moyens plus subtils de freiner les importations, comme l'ont fait les Anglais autrefois, avec les fameux actes de navigation qui obligent les produits étrangers à transiter sous pavillon britannique. Ce genre de mesure, couplée à des frais fixes pour chaque navire, va permettre de contourner l'affaiblissement officiel des taxes. Donc les gens qui vont se faire beaucoup d'argent les prochains jours, ce sont ceux qui possèdent des bateaux ou encore des ports aux États-Unis. Dans le fond, les oligarques, là, les multimilliardaires se plaignent des effets sur leurs marges sans comprendre que le vrai coupable, c'est le libre-échange. Parce que
en comprimant les salaires et les demandes, on finit par tuer littéralement la consommation. Or, ce sont les États-Unis, depuis des décennies, qui jouent le rôle de consommateur de dernier recours. La France en Europe joue le même rôle, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Quoique la baisse de la consommation va affecter directement les fournisseurs allemands, italiens et espagnols. Bref, cette guerre commerciale provoque un bouleversement global. Et tout le monde va souffrir, les producteurs comme les consommateurs. L'économie mondiale est suspendue à cause d'un affrontement entre deux géants dont les conséquences pourraient durer plus longtemps que prévu. Parce qu'ils pensent qu'il suffit de faire ça, puis de revenir et se dire non, tout va être réglé. Non, il y aura énormément d'argent qui ont été perdus entre-temps. Rien qu'entre le 2 mars et maintenant, les marchés ont perdu des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Donc voilà, c'était déjà globalement pour vous brosser la situation. Maintenant, on va réagir à cette analyse des experts. Magnifique boulot des équipes de LCI, midi 58 secondes. Pour résumer 7 jours d'effroi, un sénateur américain disait d'ailleurs que l'économie américaine a perdu 10 000 milliards en 7 jours. Alors hier, le locataire de la Maison-Blanche prend la parole. Le monde est en ébullition, les économies mondiales au bord de l'implosion. Et dans sa grande bonté, son humanité presque, Donald Trump prend la parole. Pendant un certain temps, je dirais ce matin et ces derniers jours, j'y ai réfléchi. J'ai eu des contacts avec Scott, Howard et d'autres personnes très professionnelles. Et je pense que tout s'est mis en place tôt ce matin, assez tôt ce matin. Nous n'avons pas eu accès à des avocats. Nous l'avons écrit avec notre cœur, n'est-ce pas? Quoi? C'était écrit. Attendez. Ne me dites pas qu'il a pris cette décision sans consulter les pros du domaine. Non, ne me dites pas ça. Ils ont écrit ça avec le cœur. Donc tout l'argent qui a été perdu, c'est parce qu'on a eu une bande d'amateurs, ou pire, une bande d'amateurs qui se prennent pour des experts, qui ont pris des décisions de ce genre à l'échelle internationale. Trump devient milliardaire, je pense que c'est principalement grâce au marché américo-américain, n'est-ce pas? Mais il pense qu'il y a combien de ses confrères qui, eux, deviennent milliardaires grâce au commerce? Ce sont les bayam salam purs. Ils achètent, ils revendent. Il connaît potentiellement combien de business il vient de mettre en mal. Pourquoi? Le truc, c'était quoi? Lui n'était pas touché, donc ça allait. Attendez, laissez-moi vérifier une information. J'avais raison. Donald Trump est devenu milliardaire en combinant son héritage familial, des investissements immobiliers audacieux et diversification de ses activités. Voici les principales activités de Donald Trump. Il y a d'abord l'immobilier résidentiel et commercial. Il l'a fait à New York, particulièrement à Manhattan. Son truc de la Trump Tower là. Ensuite, il y a Atlantic City, où il investit massivement dans les casinos. Puis il a eu des trucs à Miami, Chicago, Las Vegas, avec le Condos et les hôtels Trump. Ensuite, il y a eu les terrains de golf. Il a racheté des dizaines de clubs de golf, principalement aux États-Unis, Floride, Californie, New Jersey, etc. Il a aussi gagné environ 400 millions de dollars, rien qu'en vendant les droits de son image pour la télé-réalité The Apprentice. Et il a déposé une licence sur son nom pour plein de produits, cravates, eau minérale, steak et d'autres trucs qui sont vraiment américano-américains. Donc oui, je confirme, la grande majorité de sa fortune vient du marché américain, probablement plus de 80 à 90%, selon les estimations de Forbes et Bloomberg. Ses seuls investissements à l'étranger sont 2 golfs en Écosse, 1 golf en Irlande et quelques deals ponctuels au Canada, en Inde, en Turquie, mais c'est limité, extrêmement limité en comparaison de toute la fortune qu'il s'est faite aux États-Unis même. Donc, à son niveau, effectivement, ce genre de deal n'impacte pas trop. Ça a des impacts parce que très probablement, il importe certains des trucs qu'il utilise dans ses trucs immobiliers, dans ses biens immobiliers, ses golfs, ses hôtels, etc. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que comparé à ceux qui basent leur business sur l'import-export, qui basent leur business sur les échanges commerciaux, lui, il n'est pas impacté, lui, il n'est pas touché. Sa fortune n'est pas atteinte. C'est pour ça que lui, il ne panique pas. Or, si on doit par exemple prendre un de ses meilleurs potes, Elon Musk, qui importe tout, littéralement tout, et qui doit exporter tout, en dehors du programme spatial d'Elon Musk, tous ses autres produits sont exportés. Lui, il fait comment? Ça devient compliqué. Je comprends pourquoi est-ce qu'Elon Musk a appelé à ce qu'il se calme sur ces affaires de douane là. Il y a une blague qui a été faite posant la question de savoir
La Chine a inventé quoi? Et c'est l'IA de X, Grok, qui a répondu à la question. Il a fait toute une liste des inventions chinoises qui sont actuellement indispensables à l'économie internationale. Voici la réponse en question que Grok a donnée là. L'énergie solaire, le e-commerce, des programmes spatials, la blockchain. La blockchain sur laquelle tout le monde est en train de se ruer actuellement. C'est la Chine qui a inventé. Et là, ce n'est que 10 inventions données comme ça au pif. Donc, ça veut dire que si on demande plus de précision, il y en aura. Comme les Américains pensent qu'ils sont les seuls à faire des inventions là. N'est-ce pas, tout est chez vous? Donc, ce que je comprends avec cette affaire de Trump, c'est qu'il a passé son temps à faire comme s'il maîtrisait la situation. Or, il n'a pas appelé les personnes adéquates capables d'expliquer tous les dangers que ça allait entraîner. Peut-être que lui, il s'est assis, il a vu son business, il s'est dit, ok, globalement, ça va. Il a vu le business de quelques de ses amis, il a dit, ok, globalement, ça va. Et il a lancé les offensives pour pouvoir mettre la pression au reste du monde. Mais mon ami, les conséquences ne vont pas aussi simplement passer que les lois que tu signes. Hein. Écrit avec le cœur. Et je pense que c'était bien écrit aussi, mais c'était écrit avec le cœur. Il a été écrit comme quelque chose de très positif pour le monde et pour nous. Nous ne voulons pas blesser des pays qui n'ont pas besoin de l'être, et ils veulent tous négocier. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas en faire beaucoup à la fois. C'est comme si nous voulions faire les choses correctement. Nous voulons faire les choses correctement. C'est-à-dire, c'est vraiment le capitalisme dans son essence pure. Créer les problèmes pour ensuite venir se proposer comme étant la personne qui a les réponses. Ça ne vous rappelle pas ce que les entreprises pharmaceutiques font? On crée des maladies parce qu'ils ont déjà le remède de la maladie en question. Après, on va se demander pourquoi est-ce que j'exècre le capitalisme. Mesdames et messieurs, je ne peux que vous livrer cette réflexion de Magali Barthès en écoutant le président américain. Je ne sais quoi dire. Sylvia, pourtant, vous allez nous en dire des choses parce que, grâce à vous, on va pénétrer dans les obscures coulisses de cet étrange revirement du président américain. Et autant le dire tout de suite, on va se plonger dans un monde pour le moins surprenant. Tout s'est dénoué, en tout cas, entre mardi soir et mercredi après-midi, avant qu'il n'annonce ses décisions aux journalistes dans le bureau ovale. L'équipe du président Trump s'est entretenue avec des sénateurs républicains et certains dirigeants étrangers. C'est le Washington Post qui nous raconte les coulisses de ce revirement. Ces sénateurs, ces dirigeants, écrit-il, lui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la faiblesse des marchés et les craintes croissantes d'une récession mondiale, l'exhortant à faire quelque chose. Alors tout a commencé, Christophe, mardi soir devant Fox News. Oui, vous ne rêvez pas, émission spéciale avec une dizaine de sénateurs républicains, parmi eux John Neely Kennedy qui demande à parler au président droit dans les yeux. Pendant 15 secondes, il demande à l'animateur s'il peut le faire, sachant précisément que le président regarderait cette émission. S'en est suivi, vous le voyez, une discussion téléphonique entre le président et ses sénateurs, notamment Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui explique voilà ce qu'il a dit en évoquant notamment les ripostes de certains pays. J'ai expliqué au président que cette dernière issue serait terrible et, à mon avis, très préjudiciable au pays et au Texas. Je l'ai également encouragé à négocier rapidement un ou plusieurs accords commerciaux majeurs. Mais ce n'est pas tout, Sylvia. Il a également il a discuté avec des dirigeants étrangers. Oui, et notamment la présidente suisse, c'est Karin Keller-Sutter, dont les Rolex, vous le savez, et les chocolats ont été brièvement frappés de droits de douane de 31%. C'est elle. Et la porte-parole de la présidence a expliqué ce qui s'est passé. Au cours de cet entretien de 25 minutes, elle a souligné le rôle des entreprises suisses dans la création d'emplois aux États-Unis. Elle a rappelé que son pays avait aboli l'année dernière les droits de douane sur les importations de produits industriels américains. Le président aurait aussi regardé, toujours sur Fox News, une interview de Jamie Dimon. Alors on le connaît, lui, c'est le président de la banque JP Morgan, l'un des patrons les plus influents de Wall Street, qui exprime depuis quelques jours déjà des critiques assez sévères, on en avait parlé ici. Le secrétaire au commerce également a appelé le haut responsable du commerce de l'Union européenne, c'est Maroš Šefčovič, et lui qui lui a fait part des représailles en préparation de l'Union européenne. Vous savez que le marché de l'Union européenne, c'est tout simplement le plus grand marché étranger pour les biens et les services américains. On connaît la suite dans le bureau ovale avec le secrétaire au Trésor. Les trois hommes ont rédigé cette annonce, surprenant même certains membres de l'équipe Trump. Mais vous savez quoi ? Après ce revirement, les conseillers du président se sont empressés pour dire que c'était justement une stratégie du président Trump. Regardez ce que dit le chef adjoint du cabinet à la stratégie magistrale du président Trump. Son sens politique audacieux et sa brillante planification technique ont fait plus pour réformer le commerce, brisé en quelques jours que quiconque n'a réussi à le faire en des décennies, tout en isolant économiquement l'architecte mondial de l'agression économique, la Chine. Voilà qui est justifié, et je vous laisserai méditer là-dessus, Christophe. Merci beaucoup. Vous savez quoi ?
Donc si je comprends bien, malgré tout ça, il y a quand même les gens qui les acclament comme étant des héros. Alors que même les gros patrons banquiers, ceux justement qu'on doit consulter dans ces cas de figure, on dit que c'était une mauvaise idée. Et là, ils sont fiers de parler de l'agression économique chinoise. Donc la Chine agresse déjà économiquement les gens. Ils font ça comment? Prendre mon argent, ils giflent ça sur vous. C'est-à-dire que vous transformez la Chine en un pôle industriel. Parce que vous ne voulez pas payer les gens chez vous. La Chine accepte de fabriquer tout ce que vous leur demandez. Ça vous revient infiniment moins cher. Donc, vous pouvez faire des bénéfices de fou malade là-dessus. Et après, c'est vous qui venez accuser la Chine de vous agresser économiquement. Alors que c'est vous, à la base, les oligarques. Quand je dis vous, je parle des oligarques américains, les richissimes multimilliardaires, etc., qui ne voulaient simplement pas payer plus. Ils ne voulaient pas perdre plus d'argent. Ils voulaient bien verser les dividendes aux actionnaires, bien se payer à la fin de l'année et j'en passe. Quoi, Sylvia, c'est surtout nos experts qui devraient méditer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des visages comme les vôtres. La stupéfaction sur le plateau. Alors, on n'est pas sur Fox News, mais sur le plateau de LCI. Nicolas Guzman, je vais commencer par vous, ce président qui vous dit les yeux dans les yeux. C'est avec le cœur que... Voilà... J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision. Vous y croyez ou pas? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, quitte à surprendre sa garde rapprochée? Alors je pense que ce qui a tout changé, c'est dans la journée de vendredi, après le tumulte qu'on a eu suite au 2 avril. C'est qu'on a eu la plus grande banque américaine, donc JP Morgan, dont Jamie Dimon est le président, a commencé à faire des anticipations de récession pour la croissance américaine, donc enfin pour l'économie américaine. Goldman Sachs a enchaîné le soir même avec une forte révision à la baisse des anticipations de croissance également. Donc là, on a déjà eu un choc parce vous avez déjà là donc les deux têtes pensantes de Wall Street qui disent au monde entier attention, on va avoir un choc récessionniste aux États-Unis, ce qui déjà change pas mal les choses. Pendant le week-end, Scott Bessent, qui est très lié aux acteurs de marché, est allé voir en Floride Donald Trump et a commencé à avoir un discours avec lui justement de prudence, de la nécessité pour Donald Trump de calmer un petit peu la situation parce qu'ils avaient vraiment un problème, notamment sur le marché obligataire, ce qui a été d'ailleurs appelé par Donald Trump. Suite à cela, ensuite la décision n'a pas été prise. La journée de lundi, ça a commencé à être un petit peu plus souple. On a eu une communication de Bessent qui commençait à négocier avec le Japon, qui commençait à négocier avec la Corée du Sud. Et l'interview de Donald Trump en fin de journée, la fin de journée en France, a montré que oui, en fait, les tarifs n'étaient pas là, comme le disait Peter Navarro, uniquement pour pénaliser tout le monde, mais vraiment comme étant un outil de négociation. À partir de là, donc, les marchés ont commencé à être déjà plus calmes, en étant un peu rassurés. Effectivement, les choses peuvent éventuellement s'améliorer. Dans le même moment, le marché obligataire a commencé à monter, c'est-à-dire que les taux de la dette américaine ont commencé à progresser, ce qui est vraiment un gros problème pour l'administration américaine parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Cette étreinte-là a continué jusqu'à mercredi matin. Et mercredi matin, la décision a donc été prise avec Scott Bessent et Lutnick pour pouvoir effectivement corriger la situation. Cela dit, le résultat qu'on a aujourd'hui n'est pas plus favorable que ce qu'on avait avant. Enfin, on est en train de se rendre compte aujourd'hui quand même que on a les tarifs américains, les tarifs chinois pour les États-Unis, c'est 84%, les tarifs américains pour la Chine, c'est 125%. On assiste depuis hier au découplage des deux plus grandes économies du monde à 125% et 84%, il n'y a plus d'échange possible. Donc à partir de là, on a un monde totalement nouveau qui est là, donc le choc qu'on a aujourd'hui n'est pas absolument pas anodin par rapport à ce qu'on avait hier. C'est encore aussi, c'est très très important ce qui est en train de se passer. Les places vont mieux, les marchés vont mieux, mais faut pas pousser un ouf de soulagement. C'est ce que vous nous dites. On reste prudent. Il n'y a pas de ouf de soulagement et il y a d'autant plus que vendredi également, en plus de ce qui a été fait par JP Morgan, on avait Jérôme Powell qui est le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est sans doute l'acteur le plus important dans ce qui est en train de se passer, a dit que lui ne baisserait pas ses taux, donc ne soutiendrait pas ce qui est fait aujourd'hui par Donald Trump, ce qui est aussi une étreinte extraordinaire pour Donald Trump et vraiment quelque chose qui est contre lui, qui est très efficace pour le coup. C'est parce que lui pense différemment. Il pense à d'autres intérêts. Si Donald Trump arrive aujourd'hui et explique qu'il a changé d'avis, comme ça, pour un coup de cœur, ça veut forcément dire que la catastrophe a été prise de la même manière, sur un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. Il n'a consulté personne. Il s'est assis avec 2, 3, 4 de ses collaborateurs. Ils ont fait un truc comme ça, donné les choses au hasard, pondu des chiffres, ils ont poussé, ils ont balancé. Parce qu'ils veulent mettre la pression sur les négociations. Essayer d'en tirer un maximum de bénéfices, un maximum d'avantages. Sauf que les conséquences sont beaucoup plus terribles que ce qu'ils avaient prévu de base. Étant donné que la Chine n'a pas flanché, maintenant c'est quoi la suite?
La Chine n'a pas flanché, ne compte pas négocier. Et ils vont appliquer le principe de réciprocité comme ça va monter. Rien ne nous dit pas que dans quelques temps, la Chine va encore augmenter ses tarifs douaniers parce que les États-Unis ont aussi augmenté leurs tarifs douaniers. Et la Chine applique le principe de réciprocité. On parle du pays qui est le pôle industriel du monde actuellement. Le plus gros producteur de tout. Les États-Unis dépendent jusqu'au cou de la Chine. Et actuellement, il n'y a personne aux États-Unis capable d'amortir les pertes que ça cause. C'est-à-dire, il n'y a personne aux États-Unis capable de reprendre les industries, de gérer les commandes qui étaient en cours, les commandes qui sont actuellement bloquées en mer ou retournées en Chine, ou les commandes qui n'ont même jamais quitté le port. On parle de 40 à 50 conteneurs par jour. Voilà ça que c'est descendu à moins de 10 conteneurs la journée. On a 3 à 6 conteneurs par jour. Vous pensez vraiment là que même si ils décident de réactiver toutes leurs usines, les États-Unis pourront gérer le déficit? C'est normal que l'autre ne suive pas la politique de Trump. Alors on reviendra sur ce duel, non pas à distance, mais ce duel frontal entre la Chine et les États-Unis. Visiblement, personne ne veut perdre la face entre Xi Jinping et Donald Trump, mais restons sur ce changement de ton, ce bouleversement. On était ensemble hier à la même heure, et hier, voilà, patatras, il y a du changement, il y a de la pression, bien évidemment. Est-ce que Donald Trump ne s'est pas dit aussi, ça va faire beaucoup? Déjà, il faut que j'aille au bout du bout avec la Chine. Si en plus j'ai les autres marchés, les autres pays, notamment l'Europe, ça va être compliqué. Moi, je crois qu'il était vraiment dans une logique jusqu'au boutiste. Qu'il en a vécu en fait, même ce qui se passait sur les marchés d'actions, mais qu'il a été rattrapé par la patrouille effectivement avec les taux d'emprunt de la dette américaine, parce que effectivement on était la semaine dernière à 3,9 sur les taux à 10 ans. Lorsque il a donc annoncé les droits de douane et extrêmement sévères sur le monde entier, ces taux-là ont monté à 4,5%. C'est les taux donc auxquels les Américains se financent pour leur dette. Et là, on a commencé à avoir énormément de signaux d'alerte de la part de grands financiers qui disaient attention, si on arrive à 6, le crash de 2008, la crise financière de 2008, c'était une promenade de santé. Donc en fait, entre guillemets, on avait encore rien vu, y compris avec un Nasdaq qui dévissait de 10% en 3 jours, etc. Donc le fait que les conditions d'emprunt de l'administration Trump pour refinancer sa dette puisse atteindre des niveaux trop élevés pour être soutenables, et donc des taux d'intérêt, une charge de la dette qui s'accroît, une dette qui dévisse, ça, Donald Trump ne peut pas se le permettre. Lui, ce qu'il vise au contraire, c'est la baisse des taux. La baisse des taux obligataires. Là, on est en train de prendre le chemin inverse. Donc, de mon point de vue, c'est ça qui l'a fait reculer. C'est pas vraiment que les marchés d'actions, Wall Street panique, c'est pas du tout son monde. Sa base MAGA, elle a assez peu d'actions, en fin de compte. C'est vraiment l'histoire de refinancement de sa dette qui l'a préoccupé. C'est pour faire baisser les taux, donc pour relancer l'économie, qu'il met aussi une pression de dingue sur le patron de la Fed, Jérôme Powell, pour qu'il baisse ses taux, mais celui-ci, lui non plus, ne considère pas que les conditions économiques sont là pour qu'on puisse baisser les taux. On vit tout en direct. À l'instant, l'Union européenne suspend ses mesures de rétorsion pour 90 jours, comme Donald Trump. Donc on est plutôt dans une phase d'apaisement. L'Union européenne, dans toute cette affaire, n'a rien fait, n'a rien dit. Elle s'est contentée de dire oui, on va bientôt répondre. Dès que Donald Trump dit ok, pause de 90 jours, vous entendez l'Union européenne dit bon, pas de souci, pause de 90 jours. C'est même quel niveau de larbinisme ça? C'est quoi ça? C'est quoi qui est laid comme ça? La Chine, qui n'est même pas le premier marché des États-Unis, a pu répondre immédiatement. L'Union européenne, qui est littéralement le premier marché extérieur des États-Unis, n'arrive pas à répondre. Il faut 7 jours. Et que Trump, par coup de cœur, comme il dit, décide de baisser les nerfs pour que l'Union européenne dise ok, ça va, bon, on verra après. On a encore 3 mois devant nous. Il dit même 90 jours là. Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il va changer d'avis dans 2 semaines? On parle de Donald Trump. Il a des décisions bipolaires à souhait. Il y a un disparu ce midi. Le gourou n'est pas mort, mais le gourou a été écarté de la Maison-Blanche. Pete Navarro, celui à qui nous devions cette stratégie économique de Donald Trump, a fait les frais. On sait d'ailleurs pour l'anecdote qu'il était en guerre avec un certain Elon Musk, qui lui ne voulait pas de ces surtaxes. Visiblement, il y a un gagnant aujourd'hui au bureau ovale. Comme j'expliquais, c'est normal qu'Elon Musk ne voulait pas de cette surtaxe. Parce que dans le marché d'Elon Musk, il y a énormément d'exportations. Des choses qui vont vers le monde. Alors que dans le marché des gars comme Trump, tout est concentré aux États-Unis.
Oui, parce que Pete Navarro, il avait été nommé, c'est comme ça que Trump, en tous les cas, l'appelait, le tsar des tarifs. C'est-à-dire l'homme qui devait avoir la haute main, justement, sur les droits de douane. Et c'est vrai que toute cette politique qui a été mise en œuvre, c'était vraiment ce que murmurait à l'oreille de Trump ce Peter Navarro, qui avait écrit tout un livre sur la Chine et qui expliquait qu'en effet, il fallait mener une guerre totale et augmenter les tarifs, avoir une politique extrêmement protectionniste. Et c'est vrai que lui, qui est quand même le conseiller aux affaires économiques de la Maison-Blanche, donc il y a un poste phare dans l'équipe, a été exclu et porté disparu, a été exclu de la fameuse réunion dont parlait Sylvia, au moment où il faut rédiger avec le cœur, comme dit Donald Trump, le fameux communiqué expliquant qu'il y a un revirement total. En effet, parce qu'en fait, c'est toute la politique économique de Navarro qui se retrouve contredite par ce qui se passe sur les marchés. Et c'est à ce moment-là que Trump, manifestement, réalise que ce n'est pas tenable. Et donc, ce fameux Peter Navarro est à ce moment-là exclu. Le problème, c'est qu'après, tous ces conseillers, en effet, sont obligés de justifier le revirement. Il n'est pas possible de dire Trump s'est trompé. Ça, Mais non, tout était prévu, Magali. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut expliquer que tout était parfaitement prévu et qu'il n'y a eu aucune improvisation, alors qu'il y a ce sentiment, en effet, d'amateurisme et d'improvisation qui est absolument patent. Ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est que les sénateurs et les patrons d'entreprise vont sur Fox News pour s'adresser au président qui a en effet la chaîne d'information allumée en permanence et qui finalement s'informe par ces chaînes d'infos pour essayer de l'interpeller et lui dire ce n'est pas tenable, ce n'est pas tenable. Et ça marche, Magali. C'est-à-dire que ça a marché parce que la pression, notamment en effet du marché obligataire, a été tellement forte que toute la politique de Trump, qui était justement d'essayer de rendre soutenable cette dette américaine pour retrouver des marges de manœuvre, tout s'est écroulé. Donc il a fallu à un moment prendre une décision quand même dans l'urgence. À ce niveau, c'était très mal réfléchi. À ce niveau, ils n'ont vraiment pas anticipé les conséquences. Qu'on n'essaie pas maintenant de nous faire croire qu'ils étaient intelligents, patati patata. C'est pour ça que lui-même, il parle de cœur. Vraiment, c'était une décision au pif. Débile, ok. Il voulait certainement mettre 2-3 coups de pression, ok, mais ça a foiré. Complètement foiré. Alors, dans quelques instants, on verra et on parlera de manipulation de possibles délits initiés parce que l'Amérique est en ébullition, veut des réponses. Les démocrates montent au créneau. On parle de commission d'enquête contre le président et ses proches. Juste peut-être un chiffre que j'entendais ce matin, chiffre qui nous interpellait d'ailleurs avec Magali, d'un sénateur démocrate américain qui disait que l'Amérique, en 7 jours, a perdu 10 000 milliards de dollars. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait réfléchir Donald Trump? On a vu des reportages, il y a des agriculteurs, il y a des céréaliers, il y a des boîtes qui gèrent notamment les hydrocarbures qui commençaient à s'inquiéter. Vous faites non de la tête, c'est pas ça? Non, parce que c'est 10 000 milliards, c'est pas rien. 10 000 milliards, c'est des actifs financiers en fait, qui ont été récupérés pour partie avec le rallye, comme on dit, c'est-à-dire le rebond exceptionnel des marchés hier. C'est pas l'économie réelle qui a perdu. Pourquoi? C'est intéressant. Ça veut dire que ceux qui ont perdu ont peut-être gagné. Non, mais c'est pas 10 000 milliards dans l'économie réelle. Ce sont des actifs financiers. C'est ce que j'allais justement dire. C'est pas 10 000 milliards réels. C'est principalement de la spéculation et consort. Comme ils ont même l'habitude de faire ça, là. Ça veut pas dire que c'est pas inquiétant. C'est un thermomètre, Wall Street. Mais en fait, encore une fois, dans la mesure où le Nasdaq avait perdu, donc c'est les indices technologiques, avait perdu, je crois, 12% et a récupéré quasiment la même chose hier soir, dans un rebond qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. C'était vraiment exceptionnel, les rebonds d'hier. C'est dire aussi le soulagement de Wall Street et des investisseurs. C'était à la mesure de la démesure. Mais c'était des actifs financiers. Nicolas, vous êtes d'accord avec moi? Oui, le marché action américain, c'est 75 000 milliards de dollars. Donc si vous mettez une baisse de 12-15%, vous avez à peu près ce montant-là. Donc oui, enfin, le montant correspond à ça, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit ça qui ait fait changer les choses. Vraiment, encore une fois, c'est le marché obligataire qui est en gros vraiment le nerf de l'économie américaine. Avec des taux trop élevés, vous ne pouvez pas avoir une économie qui tourne suffisamment rapidement pour pouvoir accomplir les projets de Donald Trump. C'est tout à fait impossible. Nicolas, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir un Donald Trump à la tête des États-Unis sur le plan économique, bien évidemment, après ce qui s'est passé? Et est-ce que les marchés
financiers sont plus forts que le président américain? Je dirais oui, les marchés financiers sont plus forts que le président américain. N'oublions pas qui met Donald Trump là où il est. Ce n'est pas le vote du public. Hein. Non, ce sont les financeurs. C'est l'agent qui le met là où il est. Donc oui, le marché financier sera toujours plus puissant que Trump. À ce niveau-là, c'est sûr en tout cas. Parce que s'il le pouvait, il aurait fait ce genre de choses depuis. D'autres présidents l'auraient même aussi déjà fait. Ce qui s'est passé ce week-end le prouve. On va dire les marchés financiers sous deux angles. Le premier, c'est Jérôme Powell, c'est la Banque centrale. Donc là, vous avez un contre-pouvoir qui est immense parce que la personne la plus importante et la plus puissante au niveau économique mondial, c'est Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale des États-Unis. Et le deuxième point, c'est vraiment les banques américaines qui vont faire en gros la pluie et le beau temps sur ce que vont faire les investisseurs. Donc quand vous avez deux appels de récession d'un côté et un patron de banque centrale qui refuse de baisser ses taux dans le même temps, vous avez un nœud coulant qui est en train de se mettre en place sur Donald Trump. Ensuite, je pense que la séquence est aussi intéressante pour les marchés et c'est peut-être ça qui rassure tout le monde, c'est que effectivement, comme vous l'avez dit la semaine dernière, mercredi dernier, on s'est rendu compte que l'économie était dirigée par quelqu'un comme Peter Navarro, qui a effectivement une crédibilité assez faible auprès des marchés. Et que ce qu'on a constaté ce week-end... Qui inquiète même les marchés. Qui inquiète les marchés, qui est sans doute responsable de la formule absurde qui a été appliquée. La fameuse formule mathématique. C'est ça. Et ce week-end, on a vu une reprise en main par Scott Bessent, qui est un vrai homme de marché, qui est un gars qui fait de la macro, qui a 30 ans d'expérience, qui sait quand même ce qu'il raconte. Donc il y a encore des adultes dans la pièce, comme on dit ? Alors c'est ça, et en fait on a un passage de témoin entre quelqu'un qui est considéré comme étant réellement incompétent à quelqu'un qui a l'air bien plus compétent que ça. Donc on a, je pense, le fait que les marchés soient rassurés aujourd'hui vient sans doute de ça. Voilà, il y a au moins une information que l'on retient. Trump, contrairement à ce qu'il pense, n'est pas tout puissant. Il ne peut pas faire ce qu'il veut pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Le monsieur, dans sa totale impunité, a tellement pris l'habitude d'exiger qu'il a pensé que la réalité n'allait pas le rattraper. Voilà en Ukraine, la réalité est en train de le rattraper. Dans sa guerre économique contre la Chine, la réalité est en train de le rattraper. Et il se rend compte que finalement, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut d'un claquement de doigts ou encore en faisant de grandes phrases. Ce n'est pas signer les papiers le monde réel. Parce que le monde réel répond quand tu le frappes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.